cette chanson. D'ailleurs, on se réveille un petit peu sous les rythmes du rail oranais algérien. Surtout, bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous suivre et merci de nous être fidèles chaque mercredi. Eh bien, en ce mercredi 14 juin, on ouvrira le bal avec, comme d'accoutumé, Saber Djemila qui nous parlera. Que prévoit la loi en cas de fraude aux triches? Eh bien, avec les nouvelles mises en garde contre les tricheurs, eh bien, on verra cette nouvelle loi et que prévoit le législateur. Et bien sûr, on ira, eh bien, aujourd'hui, on va découvrir ensemble avec Feria Merzouk, alors notre nutritionniste qui va nous parler d'une nouvelle méthode, l'auriculothérapie. Eh bien oui, et l'acupuncture, on va voir s'il y a une différence ou alors c'est la même chose. Eh bien, et quels sont les bienfaits aussi de l'auriculothérapie sur notre corps. Et bien sûr, on va recevoir un club qui nous viendra de Hammam Bouhjar qui est en train de fêter son centenaire. Et ben, on va découvrir ce club, son programme avec les organisateurs et avec aussi le président du club et d'autres athlètes qui seront présents avec nous. Et bien sûr, la dernière ligne droite, c'est bien sûr la ligne droite des artistes qui vont nous accompagner cet après-midi, oh là là, je me pose la question pourquoi j'ai dit cet après-midi. Hein. Eh bien, en cette matinée, ce sont de jeunes, on va dire 3 jeunes artistes, chacun dans son domaine. On va le découvrir ensemble. Je vous laisse languir un petit peu pour nous suivre et les découvrir à travers le Bonjour d'Algérie d'Oran. Eh bien, comme d'accoutumé, on commence avec la troupe Gourera et on se retrouve juste après.
Très belle chanson et très belle interprétation de la troupe Gourera. Eh bien, vous allez voir, je veux vous faire une petite confidence. Alors moi, quand j'ai vu ça, je leur ai dit, c'est un très joli site. D'ailleurs, du sable, on va dire, des dunes, etc. Et finalement, notre assistante réalisatrice, Selma Khaledi, m'a donné une petite information que je ne voulais pas garder chez moi. Eh bien, je vais vous la transmettre à vous aussi. Eh bien, ce joli site, c'est juste à côté d'Oran, en bord de mer. C'est à Beaumont-Plage. Alors, pour les Oranais, ils connaissent un petit peu le site. D'ailleurs, ça s'est transformé depuis, mais c'est un très, très joli site, finalement, vraiment un trompe-l'œil. Hein. Bravo au réalisateur de ce clip de la troupe Gourera. J'espère que vous avez pu commencer à prendre votre café sous les rythmes du Sahara. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout au début, eh bien, cette matinée, nous allons parler avec notre avocate préférée adorée, Jamila Saber, sur les lois de... Donc, tout ce qui touche à l'atteinte à l'intégrité des examens et des concours. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah, bonjour tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine. Merci, merci. Très bien. Alors, dans quel cas on peut parler et à quel moment on peut dire que ça, c'est une fraude? Très bien. Donc ça, on revient automatiquement à l'ordonnance 2006, modifiant et complétant l'ordonnance 66-156 portant code pénal. Alors, attendez. L'ordonnance 2006, modifiant et complétant l'ordonnance donc 66-156 portant code pénal. J'explique. Oui, donc, voilà. En 2020, il y a eu une nouvelle loi. Quand on dit 2006, ça veut dire 20, c'est la date de la promulgation de l'ordonnance. Voilà. Donc, comme il y a eu... donc 2006, c'est le 20 juin, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, il y a eu une nouvelle loi. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, et ça n'engage que moi, toutes les lois qui ont été promulguées à partir de 2020, malgré qu'il y a certaines lacunes, et elles sont extraordinaires. Très répressives. Bon, préventive et répressive en même temps. Donc, quand il y a eu, beaucoup de fraudes au niveau des examens, du BEAM, du bac, et aussi, on ne parle pas, il y a aussi les concours de la formation professionnelle et les concours professionnels nationaux. Par exemple, le concours du notariat, des huissiers de justice, de l'ENA, voilà, et actuellement du barreau pour la profession d'avocat et tout. Oui. Les gens sont prêts à tout pour gagner, pour avoir ce concours. Et là, c'est devenu genre un fléau social, en quelque sorte. Donc, tout le monde copie. Et avec la participation et la complicité des parents et certains organisateurs des examens et des concours. Donc, la loi 2006 de 2020 est venue, c'est-à-dire de prévenir et elle est très répressive. Vous allez voir. Par exemple, on va commencer avec l'article, ça commence avec l'article 253 bis 6. Donc, toute personne, c'est-à-dire qu'il soit candidat ou autre, qui divulgue ou diffuse des questions ou solutions avant et pendant les examens, par exemple du BEAM et du bac ou des concours. Donc, en cours de 1 an à 3 ans ferme et une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Quand même. Et le problème, c'est que ces personnes passent en comparution immédiate. C'est-à-dire, on les arrête là, en plein, c'est-à-dire, là c'est en flagrant délit. En arabe, voilà, ils sont arrêtés, ils passent la nuit en garde à vue. Alors, je souhaite à personne de passer des nuits en garde à vue, surtout pour des jeunes. Je vais vous dire que je le souhaite à personne. Du moment que c'est notre avocate qui le dit, ça veut dire qu'il faut vraiment éviter tout cela. La garde à vue des jeunes enfants à peine adolescents qui sont même pas là, qui passent leur bac ou leur BEAM, ils passent la nuit en garde à vue. Le lendemain, automatiquement, ils sont présentés au procureur de la République. Donc, il notifie les charges et les peines. Tout de suite, il passe en audience. Il est jugé et incarcéré. Attendez, mais ce n'est pas des mineurs? Et alors, il y a le juge des mineurs. Ah, d'accord. Et alors, il y a le procureur. Ensuite, il oriente vers les juges des mineurs. Et quand il s'agit de concours d'adultes, donc c'est le juge normal des adultes. Donc, ils sont tout de suite incarcérés. Hein. Donc, c'est 1 an à 3 ans. Et aussi,
concernant l'article 253 bis 6, toute personne qui essaie de se substituer à une autre personne pour passer un examen ou un concours à sa place. Au bac, hier, il y a eu... On en a vu des exemples. Exact. Hier, au bac, il y a eu une sœur qui a essayé de substituer sa sœur pour passer l'examen du bac. Mais c'est de la folie. Et les parents, donc ils sont complices. Voilà, et les parents sont complices. Donc voilà. Donc ensuite, il y a donc cette loi, elle n'a pas parlé que des candidats, elle a parlé aussi des organisateurs. Qui encadrent, qui supervisent, qui préparent les examens. Là, c'est plus difficile. Ça va être une peine de 5 ans à 10 ans ferme, de prison ferme. Eh oui, de 5 ans à 10 ans. Hein, pourquoi le faire, franchement? Ah voilà, ça ne vaut pas le coup. Donc ça ne vaut pas du tout le coup. Tout à fait. Et déjà, c'est immoral. Hein. Voilà. Pour un encadreur, un enseignant ou un chef d'établissement éducatif et tout ça, c'est immoral et tout ça. Donc c'est de 5 ans à 10 ans. Et c'est en comparaison... En plus, ils ne rendent pas service aux enfants, hein, parce que là, même s'ils arrivent à tricher, même s'ils ont leur examen du bac, donc à quoi bon? Surtout qu'entre eux et eux-mêmes, on va dire, ils savent que c'était de la triche. Donc, Mais c'est des personnes malades. Le criminel, il ne pense pas à ses conséquences, ils vont aux conséquences du crime. Hein. Voilà. Donc l'essentiel, il aura le bac. Et il y a certaines personnes, la majorité, dans la société, ils vivent pour les autres. Il faut que ces enfants aient le bac, ils sont prêts à tout. À payer, ça, on en voit tout le temps, voilà. d'ailleurs. Non, mais vous ne l'avez pas, vous le refaites et point barre. Et puis c'est tout, voilà, tout simplement. Donc, Voilà, donc c'est de 5 ans à 10 ans et de 7 ans à 15 ans. Donc, c'est-à-dire cette fraude entraîne des conséquences, c'est-à-dire ou l'annulation totale de l'examen ou du concours ou partielle. Alors, attendez, est-ce que l'annulation totale ou partielle de l'examen concernant tous les élèves ou alors uniquement pour l'élève qui a commis justement le délit? Non, c'est-à-dire il y a eu un délit, il y a le centre et tout ça, le sujet, on a entendu il y a quelques années, le sujet, oui. Il y a eu fuite de sujets, donc ils ont annulé carrément, donc ils ont refait les sujets et tout ça. Oui, effectivement. Là c'est ils annulent parce que le sujet va circuler, surtout avec les moyens électroniques maintenant de communication et tout ça. Donc, alors là, c'est de 7 ans à 15 ans. De toutes les façons, un tricheur, il trouve toujours un moyen de moyenner. Hein. Là, ils innovent. Chaque année, ils innovent. Cette année, moi, j'ai lu, le soir quand je rentre, je commence à lire pour les candidats qui ont été arrêtés et tout ça. Mais c'est fou ce qu'ils font. Hein. Ils font tout. Alors, quand ils ont cette capacité d'innover pour tricher, pourquoi ils ne révisent pas carrément simplement leur cours? Ils avaient tout le temps devant eux. Tout à fait, hein. puisqu'ils ont cette intelligence d'innover et tout ça, donc réviser tout simplement. Exactement. Voilà. Oui. À quoi vous aurez votre bac. Voilà. Là, quand il y a une annulation partielle ou totale, c'est de 7 ans à 15 ans de prison ferme et tout le monde passe en comparution immédiate. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas d'attente. Là, il est chopé, la personne, elle est arrêtée en flagrant délit. Elle passe la nuit en garde à vue. Le lendemain, elle est présentée au procureur de la République. Ensuite, il y a l'audience et incarcérée. Tout de suite. Et qu'en est-il quand ça concerne justement la triche, concerne les professeurs, par exemple, les examinateurs aussi? Voilà. C'est ça ce que je viens de dire. C'est-à-dire quand il s'agit de quelqu'un qui encadre, qui supervise, qui a préparé, qui prépare les sujets. Mais généralement, ceux qui préparent les sujets sont, c'est-à-dire... Justement, non. C'est-à-dire, ils ne sortent pas, ils restent c'est-à-dire en isolement jusqu'à la fin du bac. Jusqu'à la fin des examens. Mais tout est possible. N'empêche tout est possible. On a vu certains chefs de centre sans morale, sans moralité, qui aident. Et il y a certains enseignants aussi qui, dès qu'elle lit le sujet, elle écrit la solution et tout ça, et elle essaie de la passer au candidat. On a vu plein de trucs. C'est qu'ils écrivent sur la jambe, ils écrivent tout, ici, ils écrivent... Sur les gommes, dernièrement. Les gommes, des trucs... Plein de trucs, les trousses. Mais une gomme, c'est tout petit. Oui. Et il paraît qu'ils ont même ramené des loupes pour mieux voir et tout ça. Les trousses, les bouteilles d'eau. Non,
c'est dingue, ils innovent chaque année, on en Là, voit. franchement, c'est Voilà. fou. Hein. Ouais. Les gens, ils sont prêts à tout pour gagner un examen ou un concours. Et on les a vus aussi pendant les concours, aussi des cadres, soi-disant, qui ont master, qui ont la maîtrise et tout ça. Ils trichent, hein, donc... Bah oui. Voilà. Il y a des gens qui sont passés entre les maillons du filet, donc ils ont pu avoir, mais c'est-à-dire ils n'iront pas loin. C'est des gens, on sait quand il occupe un poste, les gens le traitent d'incompétent. Effectivement. Ça, moi, je mourrais de honte et de chouma si on me traite d'incompétente, sincèrement. oui, ah bah voilà. oui. Il n'y a pas plus Faire une terrible fonction voilà, et- qu'on traite quelqu'un d'incompétent. Parce Ouais. qu'on a vu des personnes qui occupent des postes très importants et c'est des personnes incompétentes. Donc, on a Qui généralement, ils n'ont rien dans Voilà, la on se fait une petite, idée. on va dire, ils n'ont rien dans la petite cabessa. Voilà, oui. tout à fait. Donc, c'est-à-dire leur formation, elle n'a été pas bien faite. Donc, c'est sûr, c'est des personnes qui ont fraudé, Elle qui a ont été triché. faite sous de mauvaises Voilà, bases. tout à fait. Donc, et on confisque aussi tous les moyens aussi de communication. Des fois, ils ont le Bluetooth. Il y a des gens qui ont fait des implants. Ils ont fait des petites chirurgies, des implants. Non. Oui, ils l'ont fait l'année dernière. Oui, ils sont prêts à tout. Donc là, il y a une complicité quand même assez Bah importante. oui, il y a Le vraiment médecin, une grande complicité. les parents, le médecin, et qui a payé, et le chirurgien, il sait qu'il va... Ça doit être des membres de la famille, ça. Tout à fait, Parce tout à qu'un fait. étranger, il va Ouais. pas, Voilà, c'est il toute va la pas mettre en péril. Tout à fait. Voilà. hein, C'est tout. Non, il y a certains, pour l'argent, ils sont prêts à tout. Hein. Donc, Ah non, on pour les a l'argent, vus. moi, franchement, On les a je vus. garde mon poste. Voilà. Je reste fidèle à la télévision algérienne. Voilà. Et puis, Donc, alors, bah donc, on oui. confisque tous ces moyens, même si, c'est-à-dire, même les locaux, là, il y a la fermeture des locaux, c'est-à-dire qui ont été utilisés pour ce genre de préparer, c'est-à-dire comme moyen pour les fraudes et tout ça aussi. Il y a aussi la tentative de la fraude, elle équivaut à la consommation, à la fraude consommée. Ah oui, c'est la même peine. Même s'il n'est pas arrivé à la Ouais, fraude. c'est juste la tentative. Ouais, parce que la mauvaise intention y est. Ah bah oui. Donc voilà. Donc vous allez, c'est-à-dire ils l'ont arrêté avant, mais la mauvaise intention y est. C'est une personne. Si elle n'a pas été arrêtée, elle allait frauder carrément. Effectivement, Voilà. oui. Donc c'est la même peine et tout ça. Alors moi je vois mal un jeune qui va prendre, et des fois c'est la peine maximum 3 ans. Hein. Parce que Alors, c'est-à-dire en accompagnement de cette, on va dire, de cette sanction de 3 Ouais. années, etc., incarcéré, et c'est une prison ferme. Donc, en dehors de tout cela, qu'est-ce qu'il y aura après les 3 ans? Est-ce qu'il est pénalisé? oui, tout à fait. Déjà, pendant Il ne passera plus cet examen qui est très pendant important. plusieurs années et tout ça. Et il sera fiché aussi. Donc, c'est une personne qui a fraudé pendant un examen du bac ou BM ou concours ou autre. Donc, voilà. Et la personne, c'est-à-dire la peine de prison ferme, sera accompagnée aussi par la privation de certains droits. Voilà. Suite Je voulais l'article arriver à ça, 9, oui, justement, tout à oui. fait. Donc, là, c'est malheureux, juste pour un petit examen. Bon, ils disent qu'il est important, d'accord, mais pas au risque de m'envoyer en prison, de passer. Mais Pas au risque, justement, de mon avenir. voilà, surtout, hein. moi, je m'adresse aux parents. Vous vous rendez compte, vous envoyez vos enfants à peine 18 ans. Même pas, des il fois, vient même de, pas. voilà, 17 ans. Des Ils fois, sortent, 16, 15, voilà, ils sortent de l'adolescence, vous les envoyez en prison pendant 3 ans. Mais ils prennent 3 ans, ils prennent pas 1 an ou 2, 3 ans. Hein, et vous allez payer là, mais il faut être fou, hein, vous envoyez vos propres enfants en prison. Et ça, ils sont foutus, ces enfants. Oui, leur avenir, c'est bon. Mais ça marque la prison. Déjà une nuit de garde. Moi, je vois des clients juste en instruction, pendant l'instruction, ce qu'on appelle التحقيق. C'est des cadres dirigeants, hein. C'est des cadres dirigeants sur 2 et tout ça. Oqsimu billah, pendant l'instruction, c'est des gens qui ont failli avoir des AVC. Oh là là. Wallahi al-alim, pas plus tard qu'hier. Hein. Voilà. C'est juste, c'est des cadres dirigeants quand ils sont en instruction, surtout en audience. Alors, il y a le juge d'instruction, Sinjim, il y a présentation chez le procureur des publics. Ensuite, vous voyez je vous dis, c'est des cadres dirigeants. Quand vous les voyez dans leur poste et tout, waouh.
ils tremblent comme des feuilles. Il y a des gens il faut respecter la loi et puis c'est tout, et qu'on n'en parle plus. Il faut pas. Parce que là, franchement. Voilà. Oui, il faut être strict. C'est-à-dire, si quelqu'un vous approche pour un truc, non. Moi, j'applique la loi. D'ailleurs, comme on dit, al-qanoun la yahmi al-mughaffal. Tout à fait. Bah oui, on n'est pas mughaffaline, de toutes les façons. La télévision en parle, les émissions télévisées, la radio, etc. Donc, c'est fou. Hein, il faut suivre un petit peu. Les parents, moi, c'est les parents qui sont complices. Parce qu'un adolescent, il ne peut pas... Bon, il y a certains adolescents... Il ne veut pas faire tout ça tout seul. Tout à impossible. Fait. Tout à fait. C'est les parents qui sont complices. Ouais. Moi, si c'était à moi de légiférer, de promulguer des lois, Wallah, il a dit, je promulgue des lois contre les parents, je les enverrai en prison eux aussi. Voilà. Ah ben oui, tout à fait. Pourquoi il n'y a pas de loi justement qui concernant l'intégrité, l'atteinte à l'intégrité des examens et des concours, il n'y a pas pour les mineurs et tout ça. Mais si ça tenait qu'à moi, et je m'adresse au législateur, il faut aussi entraîner les parents en prison aussi, parce qu'ils sont complices. Et tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui est tous ces fléaux sociaux et tout ça, les parents ont une grande responsabilité. Quand vous voyez comment ils sont, les parents, là, vous vous dites, mais c'est fou, là, où on va comme ça. Alors, et après cette sanction, oui. Est-ce qu'on les empêche, justement, de passer le bac? Oui, ils sont sanctionnés pendant plusieurs années. Ils ne passent pas ni bac. Des fois, c'est 5 ans. Même au niveau de l'université, donc pendant un examen, pendant 5 ans, ils sont renvoyés de l'université. Pendant 5 ans, ils ne passent pas de... voilà, donc c'est dur. C'est pour ça que je dis, il faut qu'ils réfléchissent. La fraude n'aboutit à rien. Voilà. Effectivement. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont pu, mais plus tard, donc elles se sont retrouvées. Quand on fraude et on a des postes, on devient 4 dirigeants, on ne sait pas gérer, on se rebelote, on se retrouve devant le tribunal. Voilà, oui. La mauvaise gestion, quand on n'a pas des capacités, des compétences, on n'a pas travaillé à la sueur de son franc et tout ça, même il obtiendra, il triche, c'est-à-dire on l'arrête pas et tout ça, mais une fois qu'il a un poste, il devient 4 dirigeants, croyez-moi, qu'il est rattrapé par la justice. Ça veut dire, voilà, tout à fait. Il va pas partir tout trop loin. On vit ces cas-là, on les vit. Des gens qui ont triché, on les connaît, qui ont pu obtenir le bac, des trucs, la licence, doctorat, magistère, doctorat, et des postes très importants. Ils ont géré, ils sont devenus des cadres dirigeants, ils ont géré. Quel état? J'en connais des cas. Connais des cas, mais bon, après c'est la loi de la corruption. Qanoun al-Fasad, c'est Flouahat al-Sitta. Donc si c'est pas cette loi qui sera appliquée, donc alors ça va être une autre loi. C'est-à-dire ils seront rattrapés par la justice. Oui. Très bien. Donc merci Maître Saveur Djamila, c'est un plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec quel sujet? Un sujet très intéressant, ça va être une surprise. Voilà, très bien. Très bien, rendez-vous pris. Inch'Allah. Mercredi prochain. Inch'Allah. Très bien. Alors, donc, je vous souhaite un bon week-end, Maître Saveur. Merci à tout le monde, voilà, et à nos chers téléspectateurs. Très bien. Donc, nous, on reste toujours dans l'ambiance du 8 juin et de la journée nationale de l'artiste en Algérie. Bien sujet signé Salim Skandar. Alors, lui, qui a été et qui s'est déplacé à Mostaganem au sein même de l'association El Fenn Wan Nashat, et on se retrouve juste après. C'est dans une ambiance festive et conviviale que la famille artistique de Mostaganem a célébré la journée nationale de l'artiste, où un programme culturel riche et varié a été concocté pour la soirée. محتفلين يعني كأسرة كعائلة فنية في هذه المدينة، يعني مدينة المضيافة، مدينة عاصمة المسرح، وإن شاء الله نتمنوا الشفاء العاجل لكل فنان، والله يرحم كذلك الشيوخ تاعنا واللي مازالوا حي إن شاء الله ربي يطول في عمره، وإحنا رانا يعني الله يجعل يدوم أفراحنا دائما إن شاء الله. بمناسبة يوم الفنان المصادف ل 8 جوان، يعني نتمنى هذا اليوم يكون يوم سعيد لكل الفنانين في الجزائر وفي العالم بأجمع، وإن شاء الله يعني دائما الجزائر تسخر بهذا الطبوع، وخاصة الجزائر معروفة بلا ديفرسيتي كولتورال. إن شاء الله نتمنى الرقي والتطور
في جميع الميادين الموسيقيه والمسرح الرسم. مليحه صدير باش نهتموا بالفنان، ويا ريت يعني باش نهتموا به ماشي غير في يوم يعني تاع في نهار تاع الفنان، وانما في السنه كامله نهتموا بالفن والفنون الاخرى. Commande de l'emblématique troupe de musique mostaganémoise, le maestro Nordine Benatia a régalé l'assistance d'un florilège de musique andalouse. نشكر جزيل الشكر يعني الطاقم المنظم اللي اعطانا هذه الفرصه وانظر فينا بعين الرضا لنقف امامكم هذا الجمهور المبارك. لكن احسن تكريم انا نعتبر الرحمه، لازم نترحم على الشيخ اللي سبقونا مساكن وما استغلوش، يعني لان الشيء اللي استفدنا اليوم منه نحن وهو من ثمار الاستقلال. الشيخ اللي قبل الاستقلال لازم نذكرهم ونرحموا عليهم، والرحمه نعتبرها تكريم. كرمت في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي يعتبر عيد كبير من عيد، وكيف لا وهو عيد الفنان، والذي سمي على شهيد فنان رحمه الله. والله أنا جد غمرتني السعادة حتى رغم إني معرب ولكن ضاع مني الكلام، لأن هذه الفرحة هي رمزية أكثر وشرفية أكثر ما هي في جانب آخر. أحيي كل فناني الجزائر، والشيء الذي أتمناه من القطاع الثقافة خاصة أن هذه الرسالة تستمر، واليوم أنا وغدا آخر، وإن شاء الله كل الفنانين الجزائريين بدون استثناء، سواء شعراء سواء كتاب سواء موسيقيين أداة إلى آخره، أن ينالوا هذا الشرف الذي أنا اليوم فيه، وأنا جد سعيد. وتحية لكم أحبائي. La soirée à l'honneur des artistes de la ville s'est terminée par une série d'hommages aux hommes et femmes de la culture de Mostaganem, une ville connue pour son riche patrimoine culturel. Je commence toujours à parler, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de toutes les façons. Et c'est toujours un plaisir de retrouver notre nutritionniste. Alors, Feriel Merzouk, nutritionniste. Et aujourd'hui, elle est venue et elle est là pour nous parler de l'acupuncture et de l'auriculothérapie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours merci un d'être plaisir. avec nous aujourd'hui. Eh bien, déjà, alors, ce sont des sujets d'ailleurs, qu'on en voit cette nouvelle thérapie, on la voit un petit peu très souvent ces dernières années, puisque ça a commencé depuis, je crois, les années 2000, qui a pris un petit peu du terrain en Algérie. Et là, je me suis dit, alors, qu'est-ce que déjà l'auriculothérapie ? Alors, avant de parler d'auriculothérapie, on va parler d'acupuncture. Donc, c'est un système réflexe qui va faire intervenir le système nerveux et musculaire. Elle est issue donc de la médecine ancestrale chinoise. Donc, c'est une médecine qui est très ancienne, mais comme vous dites, récemment instaurée ici en Algérie. Voilà. Donc, là, on va parler d'auriculothérapie, par exemple. Donc l'auriculothérapie, il faut savoir que le docteur Paul Nogier a établi dans les années 50 une cartographie du pavillon de l'oreille, et chaque point donc représente un organe, d'accord ? Donc c'est le reflet d'un fœtus inversé, et chaque point va représenter un organe ou une fonction. Et nous, on va justement stimuler par le biais donc d'outils, on en parlera tout à l'heure, donc les fonctions qu'on cherche. Donc on va avoir on va traiter déjà certaines douleurs et aussi des addictions. D'accord ? Donc, c'est ça le principe de l'auriculothérapie. L'acupuncture du visage, c'est un tout autre système. Donc, on va y stimuler le muscle, pas le système nerveux. Donc, l'acupuncture ne veut pas dire que c'est l'auriculothérapie, ça n'a rien à voir. Ce sont deux domaines complètement différents. Pas du tout. Alors, l'auriculothérapie est une branche de l'acupuncture. D'accord. Parce que quand on dit auriculo, c'est l'oreille. Qui est mère. C'est ça, exactement. Et une des, voilà, un de ses enfants, voilà. Si vous voulez, oui. Voilà, pour mieux ça. comprendre en fait. L'acupuncture se fait dans le total corps. Et l'auriculothérapie, comme son nom l'indique, c'est auriculaire, donc ça va être uniquement au niveau de l'oreille. Au niveau de l'oreille. Voilà. Très bien. Alors, et quel est le déroulement d'une séance d'auriculothérapie, voire acupuncture ? Parce que là, on est en train de parler des deux.
Voilà, je sais, il y a une différence entre l'auriculothérapie et l'acupuncture. Donc, moi, qu'est-ce que je vous pose comme question? C'est comment se déroule une séance d'auriculothérapie de 1 En premier. et comment, voilà, en premier, et comment se déroule une séance d'acupuncture? Très bien. Alors, on va commencer par l'auriculothérapie. Très bien. À votre aise. Merci. Donc, on va établir déjà un questionnaire pour mieux réguler le bilan énergétique. Parce qu'on parlera du yin, du yang, le qi, qui est une énergie, les méridiens, tout ça. Donc ça, c'est aux spécialistes de poser des questions et à travers lesquelles donc, il va avoir quelques réponses pour mieux savoir où stimuler, quel point stimuler plutôt. Et aussi donc, pour savoir le motif de la consultation. Donc quel problème traiter, quoi corriger. Et là, donc, une fois le bilan établi, donc on va venir stimuler. Bon, là, je parle de l'auriculothérapie toujours. Oui. Hein. Donc, au niveau de l'oreille, on va stimuler donc les points responsables ou qui interviennent dans le traitement adéquat. Voilà, exactement. Merci. Donc, on aura plusieurs bienfaits de l'auriculothérapie. On va traiter tout ce qui est douleur, par exemple nerf sciatique, migraine, colopathie, ça revient très souvent. Ah oui. Et aussi les addictions. C'est très intéressant dans l'arrêt du tabac. Par exemple, l'arrêt du tabac. Eh oui. Réguler le poids. Que ce soit pour prise ou perte de poids. Ça, c'est très important. Oui. Et ça donne des effets miraculeux. Oui, effectivement. Ça aide beaucoup. Oui. Voilà. Alors, si on passe à l'acupuncture du visage, moi, je le fais beaucoup plus. C'est plus un lifting. Personnellement, je ne traite pas les douleurs et tout à travers l'acupuncture. Ça se fait. Hein. Mais quand je parle d'acupuncture du visage, ça a plus un effet lifting. D'accord. C'est beaucoup plus dans le domaine de la beauté. Esthétique, exactement. Voilà. Et là, donc, on va avoir, c'est une belle méthode qui reste naturelle, non invasive, indolore. Quasi indolore, sans juste la petite oui, piqûre. C'est juste un petit picotement, peut-être. Ou un truc, il y a ceux qui le sentent et d'autres non, hein, parce que c'est 2 mm. C'est vraiment très fin aussi. C'est pas épais comme une injection. C'est très fin, on peut ne pas ressentir. Très agréable aussi. Là, donc, on va stimuler les muscles paupiers. Donc, c'est les muscles qui sont responsables des mimiques. C'est eux-mêmes qui sont responsables de la formation des rides. Et aussi, donc, on va avoir un petit questionnaire, bien sûr, et on va établir les points. On aura à peu près 20 points, on va dire, à stimuler. Et à ce moment-là, ça va aider donc à... on va toucher le muscle qui va justement tendre la peau. Et ça va donner cet effet donc d'une ride soit moins profonde si elle l'est déjà, sinon elle va carrément s'effacer. Ça dépend de la profondeur de la ride. D'accord. Voilà. Donc ça peut même corriger l'apparition des rides et ridules, c'est ça? Oui. Et on a juste donc dès la première séance, on a cet effet de peau éclatante qui se fait sentir dès la première séance. Dès la première et la séance, elle dure combien de temps? 25 à 30 minutes. Ah d'accord. D'accord. Okay, parce qu'on stimule les points, ça se fait très rapidement et on laisse donc les aiguilles qui sont bien sûr stériles à usage unique agir pendant 20 à 30 minutes. Ah très bien. Oui. Et on remarque quoi? Je suis curieuse. Ben oui, je suis là pour pose des questions, je me mets toujours à la place du téléspectateur et de la téléspectatrice qui s'intéresse éventuellement à cette nouvelle méthode, on va dire, chinoise. Nouvelle ici en Algérie. Oui, nouvelle ici en Algérie. Non, en Chine, c'est répandu. Exactement. Donc, on aura un effet bonne mine, parce que ça active la microcirculation sanguine donc, au niveau du visage. Donc, on aura un teint éclatant dès la première. C'est mieux que d'utiliser tout ce qui est, on va dire, toxique pour le visage, tout ce qui est, on va dire, pas naturel et tout. Donc, oui, ça reste naturel, comme je l'ai dit. Ça, c'est des micro-aiguilles, donc on insère. C'est pas douloureux, c'est pas invasif. Et on a des résultats, ce qui est intéressant. Et l'effet, justement, donc il dure assez longtemps dans le temps. Mais bien sûr, c'est du cas par cas. Il y a des cas quand la peau est jeune, donc on aura
une à deux séances tous les 2 mois, par exemple. Par contre, à partir de 40 ans, c'est plus une prévention, c'est un traitement. Et là, les séances vont être plus rapprochées et plus nombreuses. Donc, D'accord, c'est plus plusieurs cumulatif. séances. Alors, ça peut atteindre jusqu'à combien de séances? Ça dépend, c'est du cas par cas, au fait. Ça dépend si la ride est profonde ou un peu moins. Donc, c'est à partir de 5 séances. Ah, d'accord. À partir de 40 ans, bien sûr. Avant, c'est de la prévention, comme je l'ai dit. Donc oui, ça peut être... Mais après, on peut, par exemple, si la ride s'efface avant, on n'est pas obligé de continuer et on va faire des séances d'entretien. Très bien. Alors, et quels sont les bienfaits, premièrement, de l'acupuncture et bien sûr les bienfaits de l'auriculothérapie? D'accord. Alors, l'acupuncture, donc, elle a plusieurs bienfaits. Déjà, en dehors du traitement de tout ce qui est pathologique aussi, si on le fait par exemple au niveau du dos, au niveau de la plante des pieds aussi, ça se fait, ou c'est le total corps. Donc, il n'y a pas de problème, ça aide aussi. Et surtout, si on parle donc de l'effet lifting, comme son nom l'indique, eh ben, on a un effet bonne mine, on a un traitement donc des pores dilatés, on a aussi un traitement du relâchement cutané aussi, qu'on remarque aussi après plusieurs séances. Donc là, les bajoux qui vont venir remonter, on aura aussi les pas de doigts qui vont disparaître, la ride du lion, là, les sillons. Voilà. Donc au lieu d'aller se faire injecter des produits, etc., donc il vaut mieux aller vers tout ce qui est naturel et revoir un petit peu sa peau éclatante, rajeunie naturellement. Donc... Et l'effet est moins impressionnant, c'est un effet naturel. Par exemple, si on voit d'autres injections, par exemple Botox, filler, etc., on remarque quand même qu'il y a une masse sous la peau, alors que là, non, l'effet est totalement naturel. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Par contre, les bienfaits de l'auriculothérapie, alors, elles sont innombrables. Interminables. Ah oui, oui. Je vais les faire courtes. Donc, traitement de toutes les douleurs, que ce soit nerfs sciatiques ou douleurs articulaires, musculaires, etc. Hernie discale aussi, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hernie discale, d'ailleurs, et il y a même dans notre entourage de toutes les façons. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que ça donne de l'effet en ce qui concerne la douleur de l'hernie discale, parce que la douleur de l'hernie discale, elle est vraiment insupportable. Oui. Non, ça atténue considérablement l'hernie discale, le nerf sciatique, les colopathie, j'y reviens parce que... D'ailleurs, tout le monde est colopathe, que ce soit... Malheureusement, à chaque fois, ils se disent le côlon nerveux. Bon, certes, oui, c'est parce que c'est le stress. Déjà, toute la journée, on est en train de courir dans tous les sens, donc ça nous stresse. Et puis, le côlon prend un petit coup quand même. C'est ça, exactement. Vous allez me dire non, un grand coup. Oui, c'est douloureux. Les crises de côlon, c'est vraiment douloureux. Donc là, ça aide beaucoup parce qu'on va venir stimuler les points anti-stress, c'est ce qui est intéressant. Et par la même occasion, donc, on va réduire le stress et les maux qui en suivent. C'est ça l'avantage. Voilà, ça aide aussi à réguler donc l'appétit. Ça dépend des cas. Si on veut augmenter ou baisser, dites-moi. Mesdames, messieurs, on vous a ramené une bonne solution pour vous stimuler afin de faire de bons régimes et avoir de bons résultats. Oui, ça aide vraiment beaucoup. Je le remarque. Et parce que, qu'on va se le dire, on l'a déjà dit une dernière fois, mais on le répète. Lorsqu'on est stressé, on a deux actions. Des alternatives. Voilà, c'est soit qu'on va donc se réfugier vers la nourriture, ou carrément l'inverse, donc ça va créer l'anorexie. On devient anorexique. Exactement. Voilà, et là, lorsqu'on régule le stress, donc on va réguler l'appétit en parallèle. Effectivement, oui. Vous voyez, donc ça donne ses effets. Mais je tiens à ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Merci. Parce qu'il y a au fait cette remarque qui revient très souvent. Oui. Voilà, j'avais placé les patchs, c'est comme ça qu'on les appelle. D'accord. J'avais placé les patchs au niveau de l'oreille, j'avais suivi mon régime. Oui, c'était très bien. Une fois que je les ai enlevés, j'ai repris mes kilos perdus. Cette phrase revient très souvent. Tout le temps. Et c'est tout à fait normal. Ah bah oui. Je tiens à le mentionner. Bah oui, puisque les patchs ne sont plus là, donc hop. C'est un petit peu de la faute. De la personne en elle-même. Exactement. Pourquoi ? Les patchs sont censés aider.
Effectivement. C'est pas eux qui vont agir. Exactement. C'est-à-dire que si on va placer... stimuler. Merci. Voilà. Si on va placer l'auriculothérapie, on va placer donc, que ce soit les graines ou les punaises ou les aiguilles, et on va manger. Donc c'est tout à fait normal que ça ne donne aucun effet, on est d'accord. Bah oui. Autre chose, on n'a pas mangé, on a suivi un bon régime. Mais un régime, qu'est-ce qui en suit? Une stabilisation. Exactement. C'est très important. Oui. Si la personne arrête le régime avec ou sans l'auriculothérapie, si elle ne pratique pas de stabilisation, on en parlera peut-être ça veut dire qu'elle reprendra les kilos perdus. Exactement. Donc, ça n'a pas un effet miraculeux dans ce sens. C'est pas censé préserver votre poids. Ça aide beaucoup à perdre. C'est très... Surtout lorsque la volonté est à son minimum. Non, lorsqu'elle est à son minimum, justement. Elle est minime. Quand on n'a pas beaucoup de volonté, on se fait aider, on stimule. Il y a la fausse faim qui disparaît. Donc, on mange juste ce dont on a besoin. Exactement. Il faut réduire. Moi, je pense que pour justement la perte de poids, c'est qu'il faut réduire son assiette déjà. Déjà, il ne faut pas manger dans une grande assiette comme ça, parce que sinon, on a tendance à tout remplir. Et puis, attendez, je vais juste... Peut-être, vous allez corriger, on va dire, ma fausse idée, peut-être. Hein. Donc, quand on prend une grande assiette, donc on est obligé, des fois, on regarde la grande assiette. Donc, tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre... Donc, je vais essayer de bien la remplir, voilà, et manger. Donc, ce qu'il y a dans mon assiette, il faudrait que je le termine. Alors, généralement, nous, à la maison, je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, mon assiette, elle est comme ça. Donc, voilà. Donc, nous, à la maison, c'est qu'on se dit, il faut finir ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas bon pour de ne pas gaspiller. Pour ne pas gaspiller. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on met, on va dire, les patchs, comme on les appelle souvent, donc ça ne va pas m'aider à ne pas manger ce qu'il y a dans l'assiette. Là, on a basculé vers un autre sujet, mais on va le faire très brièvement. Tout dépend déjà de ce que vous avez dans l'assiette. Oui, voilà. Si c'est de bons aliments, il n'y a pas de problème. Consommez-en à volonté. Les crudités, les légumes. Exactement, les légumes, les crudités, exactement. Aussi, il y a un autre syndrome, si je peux l'appeler comme ça. Il y a ceux qui, tant que l'assiette est remplie, on doit la finir. Et il y a ceux qui, tant qu'il y a de la nourriture à côté, c'est-à-dire qu'ils sont assis sur la table, ils ont fini l'assiette. Et ils mangent, ce qu'on appelle la fausse faim. Une autre fausse faim, émotionnelle qu'on appelle. C'est-à-dire que là, on va donner un exemple, il est midi, on a déjeuné, c'est bon. On n'a pas faim. Il est 14h, ce n'est pas encore l'heure du goûter, mais ce n'est plus l'heure du déjeuner. On a déjà exactement, déjeuné, on l'a dépassé. Et on a toujours ce petit creux. Ce creux qui vient, donc généralement, on a envie de manger quelque chose de sucré. Là, on va venir stimuler. Et l'effet est immédiat. Et comment on stimule ? En pressant. Ah d'accord, en tapotant ou là en pressant? En pressant. Ah d'accord, en pressant, d'accord. Donc c'est des micro. Voilà. Je n'ai pas encore les patchs, je les sais pas. Voilà. On va faire des micro-pressions. D'accord. Si c'est des ASP, ce n'est pas la peine de presser parce que c'est comme une punaise, mais qui va s'ancrer directement dans l'oreille. Donc, on n'a pas besoin de stimuler. Mais si, par exemple, c'est des punaises donc recouvertes avec le sparadrap, il y a deux types, au fait, l'ASP et la punaise. La punaise ou la graine, on va venir forcément la stimuler. D'accord. Et à ce moment-là, 5 minutes après, on n'a plus faim. La fausse faim disparaît. Ah, d'accord. Et lorsqu'on a faim, par exemple, s'il est midi, on n'a pas encore déjeuné, on va manger tout juste la quantité nécessaire. Quoique c'est une grosse erreur quand on saute un repas. Ah oui, l'Organisation mondiale de la santé recommande jusqu'à 5 repas actuellement. Donc non, il ne faut pas en sauter, d'accord. 4, c'est déjà très bien. En fraction, donc ce sont des repas en fraction, c'est-à-dire qu'il y a une collation, un petit déjeuner, une collation. Très important, petit déjeuner, parce que beaucoup le sautent et je suis contre. Petit déjeuner, oui, collation peut-être à 10h, ou ça dépend. Midi, le déjeuner, et puis on va avoir le goûter et le dîner. Effectivement. Voilà. Donc, on revient toujours dans quel cas on peut prescrire justement l'auriculothérapie, voire l'acupuncture. Alors, parce qu'on parle un petit peu de la mère et de l'enfant. Oui. L'acupuncture et l'auriculothérapie. Voilà. J'aime bien votre définition de... oui, parce que je vais vous dire, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, qu'il faudrait un petit peu comprendre ça. Donc moi, pour que je puisse les comprendre et faire simple, donc je préfère dire la mère et l'enfant.
Donc comme ça, c'est Je bon, vous ai compris. c'est net dans ma tête. Excellent, ça marche. Eh bien, on peut le donner à presque tout le monde. Hein. Presque tout le monde peut faire l'auriculothérapie ou l'acupuncture. Après, ça dépend déjà du motif. Et à part la femme enceinte, il va de soi qu'elle ne peut faire ni auriculothérapie ni acupuncture. Après, pour l'auriculothérapie, ça dépend. Si par exemple c'est pour la perte de poids, je ne le fais pas aux diabétiques. Au risque d'avoir... Je vais vous dire, dites-moi. Je vous assure que maintenant vous êtes en train de me dire je ne le fais pas pour les diabétiques, alors qu'il y a une personne à la régie qui vient juste de me demander de vous poser la question, est-ce qu'un diabétique peut éventuellement bénéficier, on va dire, de cette nouvelle technique, de cette technique naturelle? Non, je ne préfère pas. Non. Pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie. Dans l'hypoglycémie, oui. Je ne le fais pas aux diabétiques. Mais sinon, pour tout le reste, à part la femme enceinte, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. On peut. L'hypertendu, le cardiopathe. Alors, l'hypertendu, c'est très les intéressant. insuffisants rénaux. Non, c'est du cas par cas. Oui, voilà, c'est du cas par cas. Très bien. D'accord, je vous dis, selon ce que je pratique le plus souvent, et bien sûr, c'est du cas par cas. Par contre, l'hypertendu, j'y reviens, il est très intéressant de le faire. Il y a des points carrément pour réguler la pression artérielle. Et les résultats sont visibles. Et ça aide beaucoup, vraiment. Surtout si on associe avec une bonne hygiène de vie, un peu de marche et tout. Les résultats sont vraiment spectaculaires par rapport à ça. L'acupuncture, voilà, la maman. L'acupuncture, donc, du visage, on ne le fait pas déjà pour ceux qui ont des maladies graves, comme par exemple le cancer de la peau, ou ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale au niveau du visage. Aussi ceux qui ont, un problème d'herpès, d'acné ou des lésions, d'accord, au niveau du visage. Il va de soi qu'on ne va pas aller stimuler une peau qui est déjà fragile. Mais sinon, tout le reste, ce n'est pas un problème. Ils peuvent subir. On dit pas. Bénéficier plutôt. Voilà, belle méthode naturelle. Exactement. On n'a pas besoin de botox et on va dire, d'injections injectées, on va dire, des produits injectés sous la peau du visage, où on peut risquer gros si on ne le fait pas chez des professionnels. Donc, il faut faire très, très attention. Une esthéticienne, ce n'est pas un médecin. Donc, mes respects à toutes les esthéticiens. Donc, il va falloir un petit peu rester dans son domaine, c'est-à-dire faire les nettoyages de peau, on va dire, pour avoir des peaux éclatantes, on va dire, avec un bon nettoyage, de la vitamine C, etc. C'est important aussi. C'est important de faire très un bon important de nettoyer une peau qui a été agressée par le maquillage, par la pollution, tu vois. Oui. Tu vois, voilà. Excellent. Mais aussi, oui, c'est vrai qu'il est très important que ce soit pratiqué par un spécialiste. Effectivement. Parce que vous imaginez, on a une petite oreille déjà. Exactement. Et vous imaginez Je vais voir si mon oreille est toute petite. Est-ce que je peux voir mon oreille toute petite? Vous avez une belle oreille. Ça va alors. Oui. Elle n'a pas de défaut. Non, elle n'a pas de défaut et puis elle est dégagée. C'est-à-dire que là, on va bien pouvoir stimuler. Je vois très bien voilà, j'ai les une belle points. oreille. Ah oui, excellent. Je suis contente. Oui, passez alors. Très bien, pour stimuler un petit peu. Stimuler un petit peu. L'anti-stress, du moins. L'anti-stress, oui. Pour un anti-stress, oui. Excellent. Et puis, donc, vous imaginez le nombre de points qui existent dans l'oreille. Ouais. Donc, et c'est étroit, juxtaposé. Hein. Si par exemple on vient stimuler le point, par exemple de l'estomac, et juste en dessous, on a le poumon 1, cœur, poumon 2. Donc si on rate le point de l'estomac, on va se retrouver dans le cœur ou dans le poumon. On risque d'avoir un petit problème là. Oui, des complications. Déjà, on n'aura pas l'effet désiré et on aura carrément l'inverse. Exactement l'inverse. Et après, on va dire ce médecin, il n'est pas vraiment très efficace. Hein. Voilà, pas très efficace. Voilà, il faut que ce soit fait par un spécialiste. Par un spécialiste, tout simplement. Exactement. Très bien, merci beaucoup, Dr Feriel Merzouk. Je le rappelle qu'on a parlé un petit peu sur la mère et l'enfant, l'acupuncture et l'auriculothérapie. Donc, ce sont des méthodes naturelles et chinoises qui prennent du terrain en Algérie. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on reste toujours dans l'ambiance du 8 juin et de la journée nationale de l'artiste. Alors, cette fois-ci, sujet Ilyes Benziyen. On se retrouve juste après avec nos invités.
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي بكم اليوم لتحتفل سويا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للفنان المصادف لذكرى استشهاد أحد ممن آمنوا برسالة التحرر بالقلم والصوت واللحن، الشهيد الفنان علي معاشي. Ali Maachi, un nom écrit en lettres de sang dans la culture algérienne et une figure de l'histoire de la Révolution nationale, exécuté le 8 juin 1958 par les forces coloniales. Depuis 1997, l'Algérie célèbre ses artistes, ses créateurs et sa culture, à la faveur de la journée nationale de l'artiste, le 8 juin de chaque année. نحتفل هنا بقاعة السعادة باليوم الوطني للفنان، فكل عام والفنان الجزائري بخير، والفن بصفة عامة راقي في المجتمع الجزائري. الفالور تاع الفنان elle est vraiment grandiose. الفنان في بلادنا il peut donner des messages, il peut passer un message, même en comique, il passe mieux. Oran, comme à son habitude, ne manque pas l'occasion d'honorer ces illustres artistes à travers un riche programme concocté en collaboration entre la direction de la culture de la wilaya d'Oran et l'Office national de la culture et de l'information. الحفل المتواضع الذي يضم نخبة من الفنانين الشباب اللي راح هم يأدوا أغاني من التراث الجزائري الوهراني الأصيل، وكذلك هناك نخبة من الفنانين الكبار يعني اللي راح يتكرموا. وهذه السنة يعني هناك خصوصية، راح يكون هناك تكريم حوالي 23 فنان على الساحة من مختلف طبوع الفن طبعا. والله العظيم أنتم من تصنعون السعادة للبشر فوق الأرض. أنتم اللي راكم تزهوا الناس، وأنتم اللي راكم تضحكوهم، وأنتم اللي راكم تخفوا عليهم معاناتهم اليومية، وأنتم اللي راكم حتى تصبروهم على متاعب الحياة، وهذا كله في ميزان حسناتكم. نترحم على كاع اللي فقدناهم على الساحة الفنية، ربي يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله، هم مسابقين احنا ملاحقين، ونقول اللي راهم حيين واللي راهم مرضى ربي يشافيهم، واللي راهم حيين نتمنى لهم التألق والنجاح والتوفيق.
La fierté des Algériens, bah oui, voilà. Donc, oui, alors j'ai reçu des personnes qui m'ont parlé un petit peu et qui me parlaient des anciens champions des années 30 et 40. Ce sont des Algériens qui ont fait vraiment parler d'eux en ce qui concerne dans le domaine justement du sport et voilà. Eh bien, sans plus tarder, bien, on va commencer par le champion. On va dire du club, le SHPH de Hammam Bouhjar qui fête son centenaire. Ce club qui a fait beaucoup parler de lui, d'ailleurs, où il a fait sortir des noms, des grands noms, on va dire du sport algérien, alors tel que Monsieur Hamida Tounsi, Sabah al-Anwar, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je suis heureuse de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Ouais. Ahmed Tounsi, né le 24 mai 1941 à Hammam Bouhjar, ancien crossman. J'ai présenté Hammam Bouhjar au cross-country à Paris. Et en 1960, j'ai présenté Hammam Bouhjar au championnat de France fait Aix-les-Bains. J'ai classé deuxième, j'ai été félicité par le grand champion Alain Mimoun. 15 jours après, j'ai participé au cross Ifolep à Évreux. J'ai gagné la course. En 1961, j'ai couru le cross de Dunkerque. En 1964, champion d'Oranie, champion départementaux, champion de 5000 mètres au Stade Tagara à Alger. J'ai présenté l'Algérie au Cross des Nations, puis au stand, au championnat du Maghreb arabe. Et en Algérie, j'étais toujours champion. Tous les dimanches, je gagne les courses, soit Belabès, Oran, Alger, Annaba, toujours Tounsi. Dès le départ, ils s'envolent. Oui, ben, ça fait plaisir d'être à côté. J'avais un très bon entraîneur. C'est un champion d'Afrique, Belgaïd Miloud. Et le cross qui va avoir lieu le 17 juin à Hammam Bouhjar, je vais participer pour encourager tous les crossmen qui courent. Alors, je reviendrai justement à cet événement. On continue justement notre présentation. Alors, il y a Monsieur Bouhjar al-Magharbi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous. Merci. Hammam Bouhjar, ça va? Très bien. C'est une très belle localité d'ailleurs et qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, puisqu'il y a on va dire oh là là, des bains, justement, le bain thermal de Hammam Bouhjar avec ses bienfaits, donc, et aussi les grands noms du sport de Hammam Bouhjar, tels que d'ailleurs le grand footballeur international Ben Saoula. Ça va, la Nijaïbetha? Très bien, marhaba bikum. Et bien sûr, vous êtes accompagné de Monsieur Barded Mezouar. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Oui. Merci. Donc, vous êtes en train de célébrer justement le centenaire du club. Alors, parlez-nous un petit peu du programme justement de la célébration de ce grand club. Bien. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et salutations aux téléspectateurs de Canal Algérie, et surtout ceux qui se trouvent à l'étranger. Oui. Et nous leur souhaitons un bon retour parmi nous pour fêter l'Aïd, l'Adha, le 5 juillet et les vacances estivales. Très bien. L'USHBH, l'Union sportive de Hammam Bouhjar, qui fête son centenaire, est né un certain 11 juin 1923. Ah, quand même. Et nous sommes en 2023, donc c'est 100 ans. 100 ans. Et nous fêtons son centenaire. Bon, l'association que je préside,
l'association Al-Madinat Hammam Bouhadjar, Manabih, a pris cette initiative pour fêter et tracer un programme riche et varié pour fêter ce centenaire. Bien sûr, sous le haut patronage du Wali de M. le Wali d'Aïn Tibouchet, et avec la coordination de l'Assemblée populaire communale de Hammam Bouhadjar. Là, on est en train de voir des images. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire arrêt sur image, s'il vous plaît, la régie? Non, revenez à la photo qui était juste avant celle-ci, vraiment. Avant celle-ci. Donc, essayez, juste parce que là, il y a Monsieur Mezouar qui voudrait commenter. Voilà, arrêt sur cette image. C'est la fameuse équipe des années 75 qui nous a fait tant rêver. Oui. C'est plein de joueurs talentueux. L'exemple de Tej Bessaoula, le grand Bouchiri, un grand technicien, des facettes qu'il faisait avant que Belloumi faisait ces trucs. Ah, quand même. C'est un grand technicien. Il y a Saïm Hadder, c'est plein de. Il y a Saïm Harioua, il y a Douara Msaoudi, il y a le Msaoudi Hamito. C'est le premier international de Bouhadjar, de Hammam Bouhadjar. Il y a Slimane Amari, il y a Mizawi, Allah yarhamah, mon cousin. Il y a Moumou Htani, Allah yarhamah, Zghaïnin, Atiya. C'est ce qui caractérise cette équipe, ces joueurs. Il était très technicien. Il nous a fait tant rêver. Tu peux dire que c'est la meilleure équipe après celle de 68, la meilleure équipe de la génération. Et celle-là, tu vois le bonhomme qui porte la bouteille. Oui. Certains croient que c'est Ponce, Reguig, l'ancien avançant. Oui, Ponce. Non, c'est pas Ponce, c'est le grand-père de Blaili, Youssef. Pour vous dire que Hammam Bouhadjar, ah bah oui, lui, Hammam Bouhadjar, c'est un fief de grands joueurs. Effectivement. Voilà. Et celui qui est assis. C'est son grand-père, d'accord. C'est le grand-père. Blaili, c'est de Bouhadjar, Hammam Bouhadjar. C'est le grand-père Hammam Bouhadjar, Allah yarhamah. Ben, voilà. Et celui qui est assis en chemise blanche. Blanche, oui. Il était en division d'honneur. Il est venu le docteur Hassani de Belabès. Oui. De la division d'honneur, il a joué en National 1. D'accord. 70-71. Les meilleurs buteurs, c'était Frehaï Mehdi. Effectivement. Et c'était le premier championnat qu'a eu le MCA avec Carlos Gomez. Il est classé second. C'était un exploit pour nous. Oui. Un joueur national de la division. Il y a une autre photo. Celle-là, elle montre le stade de Hammam Bouhadjar. Oui. Et c'est que le seul stade qui avait la piste. Très bien. Au niveau de notre région. C'est-à-dire que. La région ouest. Voilà, il y avait une piste pour l'athlétisme. Et celui-là, c'est le père, c'est mon père, comme gardien de but. Ah, d'accord. Qui était président de Bouhassoun. Ah, d'accord, parce que... Hassoun aussi, il était gardien de but. Eh ben oui, parce qu'il faut aussi mettre au courant nos chers amis téléspectateurs, parce que là, ils ne vont pas nous suivre, parce qu'on était en or, il y avait le sujet de Ilyas Benziyen qui était en train de passer. Donc, on était en train de discuter sur une grande figure emblématique. Moi, je parlais du côté, tout ce qui est, on va dire, Moujahid, d'ailleurs. Ouais, c'était vrai. Exactement, donc de... Et celle-là, c'est contre le MCO, match amical. Oui. Il y avait des grands clubs qui venaient à Hammam Bouhadjar pour faire affronter l'équipe locale. Oui. Et c'est ici, le MCO, c'était l'année où il a eu le championnat. Il y a Frère Hatfi, Allah yarhamah, Bediar, Allah yarhamah. Ah bah oui, il y a Mkhantar. Et celle-là, c'est Blabbas avec tous ses armadas, avec le docteur Hassani, le Célèbre Hassani. Docteur Hassani. Oui. Abdi. Les grands noms. Ammar, c'est des grands noms, surtout c'est la période 70-71. Celle-là, c'est l'équipe de Hammam Bouhadjar en 1935. Voilà, il y a ici deux Arabes. Il y a Boujem'a, Qadour Boujem'a, ou il y a Tana Baya. Qadour Abed Jilali. Les autres, c'est tous des Français. Donc, toujours, il y avait une concurrence entre les Algériens et les Français. Et de toutes les façons, c'est toujours les grands noms. Et les grands sportifs, ce sont des Algériens, pratiquement dans toutes les disciplines. Mais surtout la période coloniale. Ouais. Et comment ils vivaient, le modeste bon, tu sais que... Ils rivalisaient avec les autres. Il y a une autre image Celle-là, c'est à Mohammedia. Oui. Celle-là, il y a Slimane Amari. Mohammedia, c'est Berigo, actuellement. Berigo.
Périgueux. C'est Mohamedia. Mohamedia. Oui. Donc il y a Slimane Amari qui donne le témoin à l'athlète qui est Houar, le Haj Houar qui est en France, qui a migré. Oui. Mais il y a des footballeurs ici, boadjariens, qui font l'athlétisme en même temps. Il y a Slimane, il y a Belgoumari Rifinio. Ouais. Voilà. Voilà, donc je me réjouis d'être au milieu de ces grands noms de Hammam Bouhjar et du sport. Vous avez cité Tej Bessaoula, certes, il est reconnu Nasser, mais pour dire que Hammam Bouhjar, c'est une ville d'avant-centre. Il y a Msabih. Effectivement, il y a un certain Bankrama, pas loin de Hammam Bouhjar Aïl Bayda, qui a eu le mérite de faire accéder avec mon frère Mzouar Arafat le Mouloudia en National 1, lorsqu'elle était en National 2. Il était avant-centre, il a eu le mérite pour accéder le MCO en National 1. Un certain Bankrama, son cousin Cheikh, où il y avait Msabih, où il y avait celui que je vous ai parlé, Qadour Abed. Il est classé 2 avec 13 buts. Il a marqué à tous les grands gardiens, Abrouk, Nassou, tous les Al-Arbi du MCO. Voilà, donc, c'est-à-dire c'est un village, c'est une école à ciel ouvert. Voilà, exactement. Voilà, tu viens, c'est comme ça, le boadjarien, il est né footballeur. Oui. Et pas loin, à l'Herba, il est né basketteur. C'est ça. Voilà, c'est juste à côté, justement, à l'Herba. Le gosse, il est né basketteur. À Hammam Bouhjar, le gosse, il est né footballeur, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, c'est au niveau des instances que Hammam Bouhjar peuvent venir, c'est l'école à ciel ouvert. Voilà, donc on a eu un petit. C'est des preuves, c'est des preuves. Quand tu vois Tej, Msabih, on ne parle pas d'autres joueurs, on parle des avançantes. D'ailleurs, oui, allez-y. Et Tej, Msabih, ils font les beaux jours du MCO, certainement. Oui, et de l'équipe nationale. Et de l'équipe nationale. Et de l'équipe nationale aussi. Donc, et là, j'ai une photo. Là, c'est le grand champion, on l'appelle. Saïdi, alors attendez, c'est celui-là. Champion de l'Afrique du Nord. Et c'était son entraîneur. Oui. Et le relais Bilgaïd Miloud, dites la gazelle. La gazelle, oui. Champion de l'Afrique du Nord. Très bien. Donc, voilà. Alors à qui? Voilà. Quand on parle de. Voilà. C'est. Il y a Bil Saïdi, El Haj Bil Hassan, il y a Mkhantar, il y a un grand comédien, Bichagra Allah Yarhmah, il y a Ben Mia, il y a le correspondant de l'époque de Jamhouria. Récemment, il était décédé, c'était un directeur d'école. Très bien. Celui qui porte les lunettes. Voilà. Voilà, c'est. Donc, c'est le comédien, oui. Tu peux dire c'était le Hassan Hassani. Oui, il a fait avec lui, il a pris ensemble, c'est le comédien typique Hassan Hassan. Très bien. Voilà. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour des athlètes qui ont fait beaucoup parler d'eux, d'ailleurs, et qui sont originaires de ce village, d'ailleurs, qui est quand même le berceau de beaucoup de... Vous êtes la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. C'est un village que j'aime beaucoup, par contre, parce que je suis venue souvent. Bien sûr, c'est juste comme ça, pour visiter un petit peu, faire un petit tour, et parce que c'est un village que j'aime beaucoup, par contre. Ouais, il me fait rappeler on va dire, quand on regarde les anciens films et tout. Donc ça nous fait rappeler un petit peu ces maisonnettes, ces maisons et tout. Il a gardé toujours l'authenticité, on va dire, du village. Mais ce qui est le point important, ce qui fait mal, c'est que l'équipe l'USHBH, elle est en VS. On essaye de le faire redémarrer. C'est ça, certes,
On raconte l'histoire, c'est notre fierté de ces athlètes. Mais le problème majeur, c'est que l'équipe, ça fait 10 ans ou 12 ans qu'elle est en veilleuse. On essaie de la redémarrer et lui donner d'antan. Voilà. Ah ben pourquoi pas. Voilà. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Bouhjar Magharbi. Donc, quel est le programme justement du centenaire de ce club? Bien. On a tracé un programme pour fêter ce centenaire et qui va démarrer, Inch'Allah, le 17 juin, ça veut dire le samedi prochain. Le samedi, oui. Et qui va durer 5 jours, jusqu'à mercredi 21. Bon, on a programmé des manifestations sportives dans toutes les disciplines, à commencer par l'athlétisme, le judo, le cyclisme, la boxe, les jeux de boules, la pétanque, le gelon, le tennis, tennis de table bien sûr. Et nous avons aussi programmé une manifestation culturelle. Bon, on va présenter les atouts touristiques de la région. Bon, il va y avoir une exposition de photos avec des spécialistes dans le domaine du tourisme. On a aussi programmé une soirée théâtrale avec une troupe professionnelle d'Oran. Et le dernier jour, le 21 Inch'Allah, on a programmé une partie, un match gala de football avec, entre les étoiles de Hammam Bouhjar et les anciens du Mouloudia Club d'Oran. Et ça va se terminer par une soirée musicale, Inch'Allah, où nous invitons à l'occasion tous les Bouhadjariens de Hammam Bouhjar et en dehors de Hammam Bouhjar à venir partager cette joie avec nous et vivre ce centenaire parce qu'il ne revient que 100 ans après. Et là, nous remercions le Canal Algérie pour... Nous, on est présents. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir ces clubs qui font sortir justement des sportifs, des athlètes. D'ailleurs, c'est la fierté de l'Algérie et qui hisse le drapeau algérien, on va dire, dans d'autres pays, dans le monde, on va dire. Donc, tel que Monsieur Tounsi, je reviens vers vous, parce que vous allez participer justement on va dire, c'est la course à pied. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu de votre préparation à la participation de la course à pied. Comment que tu prépares la course? Comment tu te prépares faire de la course? Ah bon. Je fais tous les soirs les entraînements. Oui. Pour participer à ce cross, il faut faire beaucoup d'entraînement. Et je participe. Oui. Et comment vous préparez les entraînements? Oui. باه نكون واقف مع هاد اللجان ومع هاد الناس اللي غادي يجوا يزورونا في مدينه حمام بوحجار. Justement. Alors انت كيفاش راك تحضر روحك باش تروح فوالا غادي نقدم روحي باه نجري في هاد وكيفاش لخاطر هاد لا كوميسيون وي جاو وقالوا لي ماذا بيك تكون واقف معنا وتبارتيسيب في هذا الكروس. بس ça fait plaisir. باه الناس اللي يعرفوا كل شيء فينك يفرحوا. بيان سور. وانا راني متمني ان شاء الله باه نفرحهم وندير هذا الكروس سمعتي؟ وي. ونشكر كاع لي كروسمان اي تو لي سبورتيف. وي. دو لا فيل دو حمام بوحجار سمعتي؟ ونتمنوا ان شاء الله مدينه حمام بوحجار تكون كما كانت في واحد الوقت. بكري.
avec tous les sections sportives. Oui. ومنها خرجوا دي شامبيون. منها خرجوا les ils ont participé à l'échelle nationale et internationale. Effectivement. Effectivement. Voilà. Donc vous allez accompagner les jeunes qui vont participer justement. Oui. Les jeunes هذو تاعنا باه يتبعوا الرياضة. الرياضة c'est la santé. Effectivement. الرياضة c'est la santé. À mon âge, j'ai 82 ans et je suis toujours en bonne santé. الله يبارك الله يبارك. لخاطر تبعت الرياضة. Bien sûr, le sport, justement, oui. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie aussi. Donc, il y a نشكر الرياضيين قدامى. Oui. نشكر الرياضيين قدامى. نبدو بالقايد ميلود. C'était son entraîneur. Ah, d'accord. Très bien. العماري فريح. Des anciens crossman avant nous. Très bien. عماري فريح. C'est bon. سوق ويدر. Très bien. Donc, bon courage. Des anciens crossman avant nous. Oui. مسعودي معروف. Très bien. ونشكر فاني هذوك لي كروسمان اللي كانوا يجروا معايا منهم أوار الشيخ، منهم بوكيتشا قدور، منهم محمد ولد عمر، منهم بنتابت يحيى، منهم تيمي علال، منهم خاثير عبد القادر. Et bien sûr, Hamida Tounsi qui est présent avec moi. Et Hamida Tounsi qui est présent avec moi. Merci beaucoup. Rabbi khalik, Rabbi tawil fi umrak et bon courage pour le 17. Bon courage. Merci messieurs. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bikom. Et puis un bon centenaire à vous et bon programme et bonne journée vous êtes pour la le bienvenue 17. avec Marhaba bikom. Merci beaucoup, c'est très gentil. Eh bien, une petite pause musicale qui s'impose avec Faisal Harik et on se retrouve juste après. خبرني وين راك مسافر كان رايح للجزائر كان رايح للجزائر انتي اسلامية ورشان انتي اسلامية ورشان راني في الغربة مشتاق جماعة في القبة قول لها راني في الغربة مشتاق جماعة في القبة باب الواد وزيد القصبة باب الواد وزيد القصبة فات سيدي عبد الرحمن فات سيدي عبد الرحمن بلاد القبايل تيسي والزبر جمايل لا تنسى بلاد القبايل تيسي والزبر جمايل بجاية نروح لها عاجل بجاية نروح لها عاجل كورياضي ما في الشام كورياضي ما في الشام نروح لها قاصد زور القطبي سيدي راشد سنتينا نروح لها قاصد زور القطبي سيدي راشد لو بديس عليها جاهد لو بديس عليها جاهد فيها دراس القرآن فيها دراس القرآن
الشرق الغالي جبال الأوراس العالي بمرسمها يا دلالي بمرسمها يا دلالي لوحة ورسمها فنان لوحة ورسمها فنان في وهر مزيان هيك Eh bien, je suis en compagnie d'une jeune artiste que vous avez découvert avec moi il y a quelques années. Eh bien, aujourd'hui, elle est venue pour nous montrer son amélioration. Alors, vous allez voir, c'est une pépite et c'est une professionnelle. D'ailleurs, moi, ça m'a vraiment, mais vraiment, ces tableaux m'ont beaucoup plu, vraiment. Alors, ce n'est autre que la jeune Aïda Manar Al-Arbi Shaht. Alors, vous allez la voir, vous allez la découvrir avec moi et la redécouvrir une deuxième fois, puisque vous avez pu et eu l'occasion de la connaître il y a 2 années de ça, je pense. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Merci. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, il y a 2 ans, il y a combien? Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans de ça. Déjà 2 ans. Déjà 2 ans, ça passe vite. Hein? Oui, c'est vrai. Quoique, j'ai vu que... Alors, je ne sais pas si on peut voir les, on va dire, les tableaux, les jolis tableaux que nous a ramenés Aïda Manar. Est-ce qu'on peut les voir? Voilà, très bien. Alors, je suis tombée sous le charme de ce tableau qui est juste à ma droite. Non, c'est celui-là, celui-là. Voilà, je suis tombée sous le charme de celui-là, celui qui est à ma droite, voilà. Alors, c'est... C'est-à-dire, qu'exprime ce tableau? Que vouliez-vous exprimer à travers ce tableau? Bon, d'accord. Alors, ce tableau, je l'ai appelé la vérité. D'accord? Oui. Bon, je l'ai appelé pour ça parce qu'il est un peu abstrait. Et comme vous voyez, il est posé d'une manière assez compliquée parce que si on le repose dans l'autre sens, oui. Ça a un autre point de vue. Pourtant, il sera toujours le même. C'est comme ça que je vois, moi, la vérité. Genre, pour une autre personne, ça peut être, il voit d'un autre point de vue et c'est toujours la même chose. Donc, c'est assez abstrait, la vérité. On ne peut pas la peser, on ne peut pas la mettre, la cadrer. Alors, je reviens vers vous, Aïda Manar Al-Arbi Shaht. Oui. Donc, on vous a reçu il y a 2 années. D'ailleurs, vous aviez passé votre bac. Oui, c'est vrai. Alors, et quelles sont les nouvelles d'Aïda Manar? Ça va, alhamdulillah. J'espère que vous appréciez mes tableaux et que je fais des progrès. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? En dehors d'être artiste plasticienne, autodidacte? D'accord, j'étudie dans l'université. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis biologiste, mais je viens tout simplement d'avoir mon L2, du coup. Très bien. Prochaine année, c'est mon licence. Ah, ben voilà, un bon courage. Eh bien, merci. J'espère qu'il y aura des ribh alik. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Alors, parlez-moi alors de ce tableau. Des orchidées. Les orchidées, exactement, avec de jolies couleurs. En fait, les orchidées, c'est mes fleurs préférées parce qu'elles ont un style très particulier. Comme vous voyez, elles sont balancées, mais en même temps, elles sont tout à fait parfaites, vous comprenez? Du coup, sur la perfection, elle n'est pas tout à fait droite. Sur la perfection, elle est imparfaite. Et c'est ce qui représente ces fleurs. Ça m'a plu, l'imperfection qui est devenue... J'ai متوازن وغير متوازن في نفس الوقت. Ben voilà, c'est l'ambiguïté de cette fleur qui vous a attiré, c'est ça? Disons que tout le monde est parfait à sa façon. Ça veut dire que l'orchidée est parfaite à sa façon. C'est ça. Très bien. Donc, j'ai pu comprendre ça. C'est bon, ça va. Très bien. Ça va. Alors, ce que je vois justement sur vos tableaux, c'est que vous peignez beaucoup plus tout ce qui est fleurs. Pourquoi? Parce que j'aime les fleurs. En plus, elles ont un petit côté décoratif. Alors, elles sont expressives et décoratives. Quand je les termine, j'aime bien les voir sur mon mur. D'accord, très bien. Alors, vous mettez tous ces tableaux sur vos murs, non? La plupart, pour que je puisse les comparer, voir si j'ai progressé, qu'est-ce qu'il me reste à faire. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive de vous autocritiquer? Oui, bien sûr, tout le temps.
Tout le temps, oui. Il faut voir ce qu'il manque pour le rectifier. Il faut être honnête, quoi. D'accord. Alors, et comment se fait le choix justement des couleurs? Là, je vois que vous avez utilisé du jaune, on va dire, avec du vert, puis le noir, puis et qui exprime aussi des fleurs. Alors, quelles variétés de fleurs ici qui sont Ce sont des coquelicots. Des coquelicots en jaune? Oui, ça existe et c'est très beau. Ah bon? Bon, moi j'ai vu une photo sur internet, c'était un lever de soleil sur un champ de coquelicots. Oui. J'ai voulu le représenter à ma façon. C'est comme si le jaune était le lever de soleil. Alors attendez, donc le coquelicot il est rouge? Non, il existe des variétés jaunes. Il est rouge, il est mauve. Ah d'accord, cela dépend. Oui. D'accord. Il est étudiant en biologie. C'est ce que je vois, oui. Alors dites-moi, et le tableau qui est là-bas, c'est une jarre? Oui. Bon, alors à cette époque, je faisais des cours d'histoire dans les Beaux-Arts. Oui. Bon, j'ai fait qu'un mois, mais j'ai réalisé ce tableau-là et l'autre. Oui. C'était comme si on nous donnait un sujet, on me disait de le changer selon ma manière. Du coup, j'ai mis cette jarre en bleu. Pour moi, le bleu, c'est une couleur très forte. Et comment se fait justement le choix des thèmes que vous peignez? Bon, soit je vois une seule image, bien sûr, soit j'ai envie de représenter quelque chose. Par exemple, comme celui-là, la vérité, j'ai voulu représenter quelque chose d'abstrait et vrai en même temps. Du coup, ça donnait ça. Et vous avez choisi justement des couleurs claires avec un soupçon de noir. Oui. Que veut dire, on va dire, ces couleurs qui sont claires, qui représentent un petit peu aussi la clarté, la vérité, on va dire, avec un soupçon de noir qui, généralement, on dit du noir que c'est lugubre, que c'est ambigu, que c'est, etc. Bon, bien sûr, toute couleur a un sens. Oui. Bon, dans ce tableau, comme vous voyez, il y a des couleurs claires, comme vous l'avez remarqué. Oui. Bon, les couleurs de très foncées, belles. Oui. Disons que les couleurs foncées, c'est les moments qui sont moins bien dans notre vie. Ça fait ressortir les bons moments. C'est comme si on n'avait pas de mauvais moments dans notre vie, on ne pourrait pas apprécier les bons moments, tout simplement. Oui. On ne saura pas que c'est une belle vie. Voilà, que la vie est belle. Voilà, c'est donc ça. on l'apprend avec toutes ces couleurs. Oui. C'est pas tout le temps en rose, ça c'est certain, mais c'est une. C'est ce qui rend le tableau magnifique. Très bien. Alors, il y a un tableau aussi, lequel, je ne sais pas lequel. Par contre, je pense que celui-là, oui. On n'a pas parlé de ce avec la jarre rouge. Tableau qui est... Alors, attendez, je vais... Oui, effectivement. Effectivement. C'est le premier tableau à peinture à l'huile que j'ai fait. Très bien. Donc, ce sont des nouveautés. Je n'ai pas travaillé la peinture à l'huile depuis que j'étais là. Très bien. Parce que notre réalisatrice, Fatima Tahri, que je salue toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous en cette matinée. D'ailleurs, elle a dit que c'est ce tableau qui lui a plu. D'accord. Alors... Par contre, moi, c'est le tableau de la vérité. Donc, c'est bon. Donc, c'est très joli. C'est normal. Chaque personne a son style. C'est normal que tu te référencies à quelque chose. Une autre personne se référencie à quelque chose d'autre. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Et le tableau n'est jamais fini, comme nous a dit notre assistante réalisatrice, Selma Khaladi, parce qu'elle aussi, c'est une artiste qui a fait les beaux-arts. Yatek Saha Selma. Et on attend aussi les tableaux, vos tableaux, qui sont très jolis d'ailleurs. Très bien. Alors, avant juste de donner le mot de fin, eh bien, je saute sur l'occasion. Le directeur général de la télévision algérienne, ainsi que le directeur régional de la station régionale d'Oran, le directeur de Canal Algérie, tout le personnel de la station régionale d'Oran et tout le personnel de la télévision algérienne, eh bien, présente ses sincères et profondes condoléances à la famille du roi de la trompette, à celui qu'on surnommait la trompette d'Oran. Et enfin,
C'est juste parce que je l'ai vraiment connu. Et puis voilà, il est décédé le 8 juin. C'est un artiste, c'est un grand artiste, celui qui a fait le tour du monde avec sa trompette, celui qui a exporté le rail à travers sa trompette. On surnommait la trompette d'Oran. Donc la trompette du rail, l'enfant d'Oran, Ja'far Ben Setti a tiré sa révérence un 8 juin, puisque c'est un artiste, eh bien il est mort dans en une date très significative. Donc à rappeler aussi que Ja'far Ben Setti a tiré sa révérence le 8 juin à l'âge de 61 ans. On présente nos sincères condoléances à son frère El Hadi Ben Setti, dite Dadi, à Ilyes Ben Setti qui est en France, à bien sûr Magda Ben Setti et Fatima Zohra Ben Setti. Nos sincères condoléances à toute la famille Ben Setti, et on aura l'occasion de parler de ce grand artiste qui a accompagné des grands tels que Sahraoui, Fadela, Mami, Hamid, Abbas et beaucoup d'autres grands noms de la chanson raï, Zahouaniya notamment. Donc, Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, merci de nous avoir suivis en cette matinée du 14 juin. Eh bien, on se donne rendez-vous le mercredi prochain avec toujours sur la même chaîne, à la même heure, le mercredi à 8h, toujours fidèle de la station régionale d'Oran. Bon week-end, au revoir.